Selon la légende, lorsque Albert Einstein a rencontré Charlie Chaplin, il lui a dit « Vous deviendrez un grand homme ». Dans vos films, vous ne dites pas un mot, mais le monde entier vous comprend. Chaplin a répondu « Je vous admire encore plus. Personne au monde ne comprend votre théorie de la relativité, mais vous êtes quand même devenu un grand homme. On ne sait pas avec certitude si une telle conversation a réellement eu lieu, mais on peut être d'accord avec elle. » La théorie de la relativité d'Einstein est l'une des créations humaines les plus vastes et complexes à comprendre. Elle répond à de nombreuses questions essentielles sur le mouvement, l'espace et le temps. Mais est-elle parfaite? Non. La théorie de la relativité comporte aussi ses propres paradoxes, et l'un d'eux est le fameux paradoxe des jumeaux. Et pour l'expliquer, nous devrons aller dans l'espace et revenir sur Terre. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, imaginons deux jumeaux. Appelons-les par exemple Tolia et Kolya. Par le destin, Tolia est devenu cosmonaute et il doit partir en voyage vers une étoile lointaine. Kolya, lui, doit attendre le retour de son frère sur Terre. Les deux frères possèdent des montres atomiques ultra précises qu'ils synchronisent avant le vol. Un bon scénario comporte toujours un dénouement inattendu, et c'est le cas ici. Lorsque Tolia revient sur Terre, il s'avère que sa montre retarde par rapport à celle de Kolya, et par conséquent, il est devenu plus jeune que son frère jumeau. Étonnant? Oui, mais seulement pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de la relativité. Alors, comment est-il possible, en principe, qu'un cosmonaute effectuant un vol intergalactique vieillisse moins que son frère resté sur Terre et devienne plus jeune que lui? Le temps n'est pas identique pour tous, il est relatif et s'écoule différemment selon la vitesse de déplacement. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour lui. On peut très facilement ressentir cette relativité, par exemple lorsque vous voyagez en train et que votre train croise un autre train qui fonce vers vous sur la voie voisine. À ce moment, vous avez clairement l'impression d'être immobile, seul le train voisin semblant bouger à grande vitesse. Mais dans le train voisin, ce sont eux qui vous voient passer à toute vitesse tandis qu'ils restent immobiles. C'est ici que nous arrivons au paradoxe des jumeaux. En raison de la relativité, il semble au cosmonaute que c'est lui qui reste immobile, tandis que la Terre s'éloigne de lui. Nous l'avons souvent vu dans des films de science-fiction et c'est bien réel. Rappelez-vous notre train. Lorsque vous voyagez à l'intérieur, vous êtes immobile, assis ou allongé, et c'est le paysage derrière la fenêtre qui bouge par rapport à vous. Vous restez immobile. Alors, si le cosmonaute est immobile et que le monde bouge autour de lui, c'est lui qui devrait vieillir. Après tout, celui qui était resté sur Terre était en mouvement pendant que le cosmonaute restait sur place. Mais alors, lorsque les deux frères se retrouveront, il s'avérera que chacun d'eux est devenu l'aîné. Mais c'est absurde. C'est précisément cela qu'on appelle le fameux paradoxe des jumeaux, qui, à son époque, a donné bien du fil à retordre à Einstein et a été activement utilisé par les critiques de sa théorie. Mais est-ce vraiment un paradoxe? Comme nous l'avons déjà mentionné plus tôt, l'un des principes fondamentaux de la théorie de la relativité stipule que plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui, et cela a été prouvé à de nombreuses reprises. De plus, l'expérience avec les deux horloges n'a en réalité été réalisée que sur Terre. Les horloges atomiques placées à bord d'un avion supersonique ont montré un léger retard par rapport aux horloges synchronisées restées au sol. Mais sur Terre, ce retard est purement symbolique et nous ne pouvons pas le ressentir. Tolia pourrait-il devenir plus jeune que Kolya, même s'il passe des années dans le ciel à des vitesses supersoniques? Mais qu'en est-il dans l'espace où il s'agit de toute autre échelle de distance et de vitesse? Le paradoxe des jumeaux a plusieurs interprétations et explications. L'une d'elles repose sur l'effet de l'accélération que développe la fusée dans l'espace. L'un des frères, Tolia, subit une accélération en se déplaçant dans les vastes espaces cosmiques, tandis que l'autre frère, Kolya, se trouve dans un système stationnaire, c'est-à-dire sur Terre. Dans le même temps, pour chaque frère, le temps ne s'écoule pas d'une manière particulière. Tolia, étant en accélération lorsque son temps ralentit, ne le remarque pas. Les frères ne perçoivent la différence qu'en se comparant. On ne vous a pas encore trop embrouillé? Attendez un peu, car ce n'est pas la seule interprétation du paradoxe, et certains pensent que l'accélération n'a rien à voir ici. Faisons une autre expérience de pensée à la manière d'Einstein. Imaginons qu'il y a 3 observateurs en mouvement constant, et aucun d'eux n'accélère. Appelons-les A, B et V.
L'observateur A est immobile sur Terre. L'observateur B se déplace vers une étoile lointaine à vitesse constante, sans accélération. L'observateur V se dirige vers la même étoile depuis l'autre côté, depuis une autre planète. Situé à la même distance de l'étoile que la Terre, l'observateur A voit V s'éloigner et V s'approcher. Mais même si A se tient fermement sur la Terre stationnaire, les trois se déplaceront les uns par rapport aux autres à une vitesse constante. Comment peut-on assimiler quelque chose de stationnaire à quelque chose en mouvement ? Ici, on peut utiliser l'équation de la relativité pour obtenir la formule suivante. Le temps en mouvement sera égal au temps stationnaire divisé par gamma. Gamma est universellement utilisé dans la théorie de la relativité comme indicateur du rapport de vitesse entre deux observateurs, et elle est toujours supérieure ou égale à 1. En utilisant cette équation, nous verrons que le temps ressenti par deux observateurs en mouvement passera plus vite que pour celui qui se trouve sur Terre. Voilà une preuve mathématique des matières éphémères. Mais n'avez-vous jamais ressenti cela vous-même ? La personne en mouvement ressentira vraiment que moins de temps s'est écoulé par rapport à celle qui est restée immobile. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas une question d'accélération. Nous sommes déjà arrivés à cette conclusion grâce à une expérience de pensée. En revenant à nos observateurs, on peut prendre en compte que l'observateur A se trouve dans un référentiel stationnaire. Mais les observateurs B et V arrivent dans deux référentiels différents. B dans celui qui s'éloigne, V dans celui qui s'approche. Peu importe l'observateur placé au centre de notre analyse, pour chacun d'eux, les deux autres, l'un s'éloignera, l'autre s'approchera, c'est-à-dire qu'ils se trouveront chacun dans deux référentiels différents. C'est exactement ainsi que fonctionne la relativité. Le monde apparaît différemment pour chacun. Si nous sortons de ce schéma et ajoutons un quatrième observateur G qui regarde de l'extérieur le mouvement de A, B et V, alors nous verrons que pour G, l'observateur A a toujours une vitesse unique et constante, tandis que B et V en ont deux différentes, ce qui a déjà été démontré par la formule ci-dessus. Mais qu'en est-il de l'accélération ? Dans notre expérience, il n'y en avait pas. Cela signifie-t-il qu'il n'a pas de rôle significatif ? Oui, une seule chose est importante. Nous comparons le temps vécu par une personne dans un seul référentiel avec le temps vécu dans deux référentiels différents. L'accélération, qui est évidemment nécessaire à une personne pour se déplacer entre les étoiles, est ici un facteur aléatoire. Seul le temps, la distance et la vitesse comptent. Alors, comment avez-vous trouvé notre petit voyage dans le monde complexe mais très fascinant du temps et de l'espace ? Peut-être que cette immersion a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses, mais tel est le chemin ardu de la science dont nous sommes heureux d'être vos guides. La vitesse de la lumière est d'environ 299 792 458 mètres par seconde. C'est une valeur assez précise, n'est-ce pas ? Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Selon les calculs d'Olaf Rømer, la vitesse de la lumière est de 220 000 km par seconde. Un demi-siècle plus tard, en 1728, la découverte de l'aberration a permis à James Bradley de confirmer que la vitesse de la lumière est finie et d'en préciser l'estimation. La valeur obtenue par Bradley était de 308 000 km par seconde. La mesure la plus précise de la vitesse de la lumière a été réalisée en 1975 sur la base du mètre étalon. Selon cette mesure, la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. On peut dire que c'est la vitesse la plus élevée de l'univers, mais pouvons-nous l'atteindre ? En théorie, pour s'approcher ne serait-ce qu'un peu de cette vitesse, notre engin volant ne devrait avoir aucune masse. Autrement dit, il y a un paradoxe évident. Pour atteindre la vitesse de la lumière, vous ne devez pas exister physiquement. La vitesse de la lumière peut sembler énorme, mais si l'on prend en compte la distance entre les objets cosmiques, elle n'est plus si impressionnante. De plus, elle paraît même assez modeste comparée aux ambitions humaines de voyager rapidement d'un point à un autre de l'univers. La lumière peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde, mais elle a aussi ses limites. En parlant à une personne à 1 mètre, vous la voyez telle qu'elle était il y a 3,3 nanosecondes. En fait, rien dans l'univers ne se présente à nous en temps réel. Maintenant, essayons de commencer par des objets bien connus, comme la Lune.
Le satellite naturel de notre planète se trouve à 388 000 km de sa surface. Cela signifie que depuis la Terre, nous voyons la Lune telle qu'elle était il y a 1 seconde et 3 dixièmes, le Soleil il y a 8 minutes et Mars il y a 14 minutes entières. Il en résulte que les rovers martiens mettent presque 14 minutes pour effectuer le moindre mouvement, car ils sont contrôlés directement depuis la Terre. Il s'avère que la vitesse de la lumière est une sorte de limite pour toute autre vitesse, celle des ondes radio, micro-ondes et gamma. Essayons d'aller encore plus loin. Le système stellaire le plus proche se trouve à 4,3 années-lumière de nous, et il s'agit de la célèbre Alpha du Centaure. Le système comprend 3 étoiles, et la plus petite d'entre elles, Proxima du Centaure, est la plus proche, à 4,2 années-lumière du Soleil. Autour de Proxima du Centaure orbite une planète de taille similaire à celle de la Terre. Imaginons qu'elle soit habitée par des formes de vie intelligentes qui, comme les humains, s'intéressent à l'observation de l'espace. Ainsi, les extraterrestres pourront observer la Terre telle qu'elle était il y a 4 ans. Si leur télescope est capable de distinguer chaque personne sur Terre, ils pourront vous voir tel que vous étiez 4 ans avant le moment de l'observation. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve à 25 000 années-lumière du Soleil, ce qui signifie que nous le voyons tel qu'il était il y a 25 000 ans. Augmentons l'échelle. Imaginons qu'il existe une planète à 2000 années-lumière, où il y a aussi des observateurs intelligents. Pour observer la Terre, il leur faudrait un télescope de centaines de milliers de kilomètres de diamètre. Nous avons tous vu des photos et des vidéos du côté nocturne sombre de la Terre, et nous nous souvenons bien des myriades de points lumineux, nos villes. Mais il y a 2000 ans, il n'y avait pas de mégapole. Et il faudra encore des siècles avant l'invention de la lumière artificielle. Pour distinguer un homme, il faudrait un télescope d'environ 11 milliards de kilomètres de diamètre, ce qui, soit dit en passant, correspond au diamètre du système solaire du Soleil à Neptune. Mais imaginons que nos mystérieux voisins disposent de telles technologies. Ils découvriraient la Rome antique et d'autres civilisations de cette époque. À la première année de notre ère, Rome, dont la population comptait entre 800 000 et 1 million d'habitants, était la plus grande et la plus puissante ville du monde. La majeure partie de ce que nous savons sur la civilisation de cette époque ancienne nous est connue grâce à l'histoire écrite sous la domination romaine. La population de la Terre comptait environ 231 millions de personnes. Les régions les plus peuplées de la planète étaient les communautés établies près des rivières Gange, Tigre, Yangtze, Nil et Po. Vous voulez aller encore plus loin ? La galaxie la plus proche de nous est Andromède. Elle est bien plus grande que notre Voie lactée et, selon les estimations, finira par entrer en collision avec elle. Andromède se trouve à une distance de 2 500 000 années-lumière du Soleil. Nous pouvons l'observer telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Un observateur extraterrestre doté de télescopes d'un diamètre colossal de 15 trillions de kilomètres ne verrait aucune forme de vie intelligente sur Terre. L'homme n'en est alors qu'à ses débuts en tant qu'être raisonnable, il apprend à utiliser des outils et il est peu probable qu'il réalise le long chemin qui l'attend. Il convient de noter que les extraterrestres pourront voir non seulement la Terre dans le passé, mais aussi toute la galaxie de la Voie lactée telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Ces dimensions donnent le vertige. Mais que se passerait-il si l'on allait encore plus loin ? La plus grande galaxie spirale, NGC 6872, se trouve à 212 millions d'années-lumière de notre système solaire. Le diamètre du télescope devrait être véritablement fantastique, environ 1 quadrillion de kilomètres, soit 132 années-lumière. Qu'est-ce que les observateurs verront cette fois-ci ? Eh bien, tout d'abord, ils ne verront pas les contours familiers des continents terrestres que nous connaissons tous. À leur place, il n'existait qu'un seul supercontinent, la Pangée, qui se divisera beaucoup plus tard en Laurasie et Gondwana, séparés par l'océan Thétis. Les 2 supercontinents continueront ensuite à se fragmenter en parties plus petites, et leurs collisions entraîneront une intense formation de montagnes. La pression exercée par l'Afrique sur l'Europe donnera naissance aux Alpes, tandis que la collision de l'Inde et de l'Asie formera l'Himalaya. Deuxièmement, la plupart des habitants de la Terre qu'ils pourront observer sont depuis longtemps considérés comme disparus. La période jurassique, l'aube des forêts.
Les précipitations abondantes ont favorisé la propagation de la flore non seulement dans l'océan, mais aussi à la surface. Les forêts denses étaient principalement composées de véritables fougères et de plantes gymnospermes. La classe des gymnospermes, les cicadales, a survécu jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les représentants de la flore jurassique poussent dans les forêts équatoriales humides. Plus les observateurs seront éloignés de nous, plus ils devront regarder loin dans le passé de notre planète. Comme vous le comprenez, cela nous concerne aussi si nous voulons les observer. Pour saisir l'immensité de ces distances, Voyager 1 nous aide, transportant une plaque d'or avec un message pour la vie extraterrestre. Elle regroupe des salutations en 55 langues des voix humaines, de la musique classique, des sons naturels et des photos de personnes et de la Terre. La plaque contient les coordonnées de la Terre et du système solaire, ainsi que des schémas de l'émission de l'atome d'hydrogène. En septembre 2013, la National Aeronautics and Space Administration a annoncé que Voyager 1 avait franchi la frontière du système solaire. Il est devenu le premier engin à entrer dans l'espace interstellaire. À ce jour, l'appareil se trouve à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. D'après les scientifiques, le carburant permettra 10 ans d'opération, puis la connexion avec la Terre sera perdue. Mais imaginons que le carburant suffise pour une durée infiniment longue et que Voyager 1 se dirige directement vers Proxima du Centaure. Ce voyage prendra 40 000 ans, étant donné que l'appareil ne se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière, mais seulement à 17 km par seconde, soit 60 000 km par heure. Les échelles cosmiques peuvent vraiment impressionner, et même si l'obscurité de l'espace inconnu peut effrayer, l'humanité doit courageusement chercher des moyens d'accélérer ses engins spatiaux. Bien sûr, si nous associons notre avenir à la conquête d'autres mondes. Face à cette immensité cosmique, l'homme comprend à quel point il en sait peu sur le monde qui l'entoure, à quel point il reste tant de choses inconnues dans l'univers, tant de choses qu'il reste encore à découvrir. Pourquoi les lois de l'univers fonctionnent-elles ainsi et pas autrement? Pourquoi le simple fait que nous ayons des organes sensoriels semble-t-il dérisoire face aux distances possibles dans l'espace? On peut vivre sans jamais y penser. Le monde devient compréhensible et ordonné. Mais dès qu'on commence à réfléchir aux phénomènes incroyables qui se produisent autour de nous et bien au-delà de la Terre, les murs familiers s'effondrent et nous franchissons la limite de l'ordinaire. Tout le monde sait que la vitesse de la lumière dans le vide est la vitesse limite de tout mouvement dans l'univers. Cette vitesse est d'environ 300 000 km par seconde et c'est à cette vitesse que se déplacent les particules de lumière, les photons. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans notre univers, parce que cela contredirait non seulement la théorie de la relativité, mais aussi les lois mêmes du temps. Si un objet dépassait la vitesse de la lumière, le temps s'écoulerait littéralement à l'envers. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des particules hypothétiques dont la vitesse dépasse non seulement celle de la lumière, mais pour lesquelles le temps, littéralement, s'écoule à l'envers? De plus, leur existence s'intègre parfaitement dans la théorie de la relativité restreinte et ne lui est pas contraire. Comment cela est-il possible? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Ainsi, il sera question des tachyons, des particules hypothétiques capables d'atteindre une vitesse supraluminique. L'existence possible de telles particules a été proposée indépendamment par Robert Ehrlich et Arnold Sommerfeld. Le terme même de tachyon vient du grec où tachi signifie rapide et a été proposé par Gerald Feinberg en 1967. La théorie des tachyons possède sa propre terminologie. Par exemple, les particules qui se déplacent à des vitesses inférieures à celles de la lumière, c'est-à-dire toutes les particules de notre univers à l'exception des photons, sont appelées tardions. Les photons, quant à eux, sont appelés luxons dans cette théorie. D'où vient donc l'hypothèse même de la possibilité d'existence des tachyons? En fait, dans les sciences naturelles, on raisonne souvent par l'absurde. Peut-on prouver que les tachyons n'existent pas? Non. Mais comment peuvent-ils exister si cela contredit la théorie de la relativité et même le bon sens? Comme nous le savons, les objets ayant une masse ne peuvent pas se déplacer à la vitesse de la lumière. Pourquoi cela se produit-il? Souvenez-vous de la célèbre formule
E égale m multiplié par c au carré. Cette formule de la théorie de la relativité relie l'énergie nécessaire au mouvement à la masse et à la vitesse de l'objet. Ainsi, pour qu'un objet ayant une masse atteigne la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire doit tendre vers l'infini, ce qui créerait une multitude de paradoxes. Les seules particules dans l'univers qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière sont, bien sûr, la lumière elle-même, dont les photons n'ont pas de masse. Mais comment les tachyons pourraient-ils, même hypothétiquement, dépasser la vitesse de la lumière si seules les particules dépourvues de masse peuvent atteindre la vitesse maximale dans l'univers? Si la masse des photons est nulle, alors cela signifie-t-il que les tachyons ont une masse négative? Cela paraît incroyable, mais c'est justement dans cette direction que réfléchissent les scientifiques. Ils ont supposé que les tachyons pourraient posséder ce qu'on appelle une masse imaginaire. Qu'est-ce que cela signifie? Au sens littéral, la masse imaginaire est le degré ou la mesure de la lenteur d'une substance, et non de l'accélération comme nous en avons l'habitude. Pour voler plus vite que la vitesse de la lumière, il faut introduire la notion de mesure négative de l'inertie. C'est ici que le tachyon entre en jeu avec sa masse imaginaire. Cette masse ne ralentit pas la particule, mais au contraire l'accélère. C'est pourquoi la vitesse supraluminique du tachyon peut être partiellement expliquée par sa masse imaginaire. Les étrangetés des tachyons ne s'arrêtent pas là. Si les particules normales s'accélèrent lorsqu'elles reçoivent de l'énergie et ralentissent lorsqu'elles en perdent, c'est tout le contraire avec les tachyons. Ils doivent ralentir lorsqu'ils reçoivent de l'énergie et s'accélérer lorsqu'ils en perdent. Cela conduit au problème des tachyons chargés, car les particules chargées se déplaçant à une vitesse supraluminique libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement de Cherenkov. On l'appelle aussi rayonnement Vavilov-Cherenkov. Les tachyons chargés perdront de l'énergie même dans le vide et se déplaceront de plus en plus vite, atteignant des vitesses impossibles à analyser et encore moins à percevoir optiquement. Pour faire simple, lorsqu'un tachyon traverse la matière, il perd de l'énergie en entrant en collision avec les atomes. Mais en perdant de l'énergie, il accélère, ce qui intensifie les collisions et les rend plus fréquentes. En théorie, ces collisions devraient entraîner une perte d'énergie supplémentaire et par conséquent une accélération supplémentaire. Il en résulte un cercle vicieux et le tachyon de lui-même acquiert naturellement une vitesse infinie. C'est pratiquement un moteur perpétuel à l'intérieur même de la particule. Vous pensez que la liste des invraisemblances des tachyons s'arrête là? Pas du tout! En 1970, l'astrophysicien Gregory Benford et ses collègues ont remarqué que l'existence des tachyons menait directement à la reconnaissance de l'existence du paradoxe temporel. Cela tient à la capacité de ces particules à transmettre des informations dans le passé. L'idée même d'envoyer des messages à rebours dans le temps est apparue en physique dès 1907. Quand Albert Einstein a proposé que dépasser la vitesse de la lumière permettrait d'envoyer un message dans le passé. Mais Benford a développé cette théorie à l'aide des tachyons. Il l'a présentée au public comme une histoire ludique sur Alyssa et Bob. Supposons qu'Alyssa et Bob ont conclu un accord. Alyssa contactera Bob à 15h si elle n'a pas eu de nouvelles de lui à 13h. Après avoir reçu le message d'Alyssa à 2h, Bob envoie immédiatement un message à Alyssa dans le passé pour qu'elle le reçoive à 1h. Mais le deuxième échange de messages n'aura lieu que si le premier échange n'a pas lieu. Le dispositif de communication hypothétique entre Alyssa et Bob a été appelé l'antitéléphone tachyonique par Gregory Benford. Si l'existence des tachyons est prouvée, pouvez-vous imaginer quelles possibilités incroyables cela ouvrirait à l'humanité? Le tachyon est un invité fréquent dans la science-fiction. Dans le roman de science-fiction immortel de Frank Herbert, Dune, il existe un réseau de tachyons qui permet de communiquer instantanément et même de contrôler les particules dans l'univers. Les tachyons jouent un rôle important dans l'intrigue de la saga télévisée Star Trek. Si l'on met la science-fiction de côté, certains physiciens pensent actuellement que les tachyons ont peut-être existé au moment du Big Bang, violant la causalité, mais qu'ils n'existent plus aujourd'hui. De plus, les tachyons pourraient être directement liés au Big Bang lui-même et à la possibilité même qu'il ait eu lieu. Mais comment ?
Il existe une théorie selon laquelle l'univers, avant le Big Bang, existait dans un état de faux vide où il y avait des tachyons. Mais leur présence signifiait que ce n'était pas l'état d'énergie le plus bas du système, et donc le système était instable. À un certain moment, une minuscule brèche est apparue dans la trame de l'espace-temps, représentant le vrai vide. La brèche a commencé à s'agrandir, une bulle est apparue. En dehors de la bulle, les tachyons existaient toujours, mais à l'intérieur, ils n'y étaient plus. À mesure que la bulle grandissait, l'univers que nous connaissons est apparu. Un univers sans tachyons. C'était le Big Bang. Donc les tachyons peuvent exister, mais quelque part en dehors de notre univers. Qui sait ? La recherche de ces particules mystérieuses ne s'arrête jamais, mais jusqu'à présent, elle n'a donné aucun résultat positif. En 2011, lorsque les scientifiques du Conseil européen pour la recherche nucléaire ont mené une expérience appelée Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus liée à l'étude des oscillations des neutrinos, il semblait que la solution était toute proche. Pendant l'expérience, un événement incroyable s'est produit. Les scientifiques ont affirmé avoir découvert des particules dépassant la vitesse de la lumière. Cependant, hélas, il s'est avéré peu après que ces mystérieuses particules n'étaient pas des tachyons, mais simplement le résultat d'erreurs et d'imprécisions dans le système de synchronisation. Alors, la particule la plus mystérieuse existe-t-elle vraiment dans la nature ? Serons-nous capables d'obtenir une réponse à cette question dans un avenir proche ? Tout est possible. La science progresse à pas de géant, et beaucoup de choses qui n'étaient autrefois qu'hypothétiques et ressemblaient à de la science-fiction ont fini par être prouvées et sont devenues des faits incontestables. Une chose est certaine, la possibilité de découvrir les tachyons et surtout de trouver un moyen d'interagir avec ces particules. C'est la voie vers ce futur que, pour l'instant, nous ne pouvons observer que dans les pages des romans de science-fiction. À votre avis, quel budget faudrait-il pour devenir le premier touriste spatial sur Mars ? 10 milliards de dollars. C'est précisément avec cette somme, selon Elon Musk, que vous pourrez facilement quitter les limites de notre vaste planète. Mais savez-vous que vous avez la possibilité de voir les beautés de Mars et d'entendre comment il sonne sans quitter la Terre ? Au cours des dernières années, l'humanité a fait un grand pas en avant. Lors de la création de cette vidéo, un peu plus d'1 mois s'est écoulé depuis l'atterrissage de Perseverance sur Mars. Et les spécialistes de la National Aeronautics and Space Administration continuent de recevoir les informations recueillies par celui-ci. Le 17 mars, la National Aeronautics and Space Administration a publié un enregistrement audio réalisé le 7 mars à l'aide du microphone installé sur le rover, et il dure pas moins de 16 minutes. Nous avons déjà entendu le son du vent martien, et maintenant nous pouvons analyser le bruit que fait le rover lui-même lorsqu'il se déplace sur Mars, où il a parcouru un peu plus de 27 mètres. C'est très curieux car, outre le grincement des chenilles du rover martien, l'enregistrement a aussi capté des bruits et claquements intéressants. Sur SoundCloud, 2 versions ont été publiées, une complète et un extrait de 90 secondes avec les bruits parasites atténués par des filtres. Écoutez par vous-même. À quoi associez-vous ces coups ?
Ici, nous entendons le rover martien démarrer, suivi de petits coups métalliques. On entend aussi des coups ailleurs, dans l'enregistrement. Et à certains endroits, on entend un véritable vacarme. N'est-ce pas? On dirait que des Martiens attaquent Nastoi Chivost et essaient de l'ouvrir? Tout s'explique plus simplement. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient une image du rover martien, ne comprennent pas que les roues sont en métal. Rouler avec ces roues en métal sur des pierres est très bruyant, a déclaré Vandy Verma, ingénieur principal de la National Aeronautics and Space Administration en Californie du Sud et pilote de Perseverance. Pourquoi les enregistrements de Perseverance sont-ils si importants pour nous? Perseverance est le premier rover martien à avoir réussi à enregistrer et transmettre des sons de Mars, car les tentatives précédentes avaient échoué. Des microphones avaient été installés sur le rover Mars Polar Lander, qui s'est écrasé lors de son atterrissage sur la surface de Mars. Sur la station Phoenix, malgré un atterrissage réussi, aucun enregistrement n'a été possible en raison de problèmes électroniques. Mais ce n'est pas tout. Les caméras du rover ont aussi filmé une tornade de poussière martienne appelée Diable de poussière. Nous ne connaissons pas sa vitesse ni sa hauteur, mais il est connu que les tourbillons de poussière sur Mars peuvent atteindre jusqu'à 8 km de hauteur. La mécanique de leur formation est la même que sur Terre, et elle consiste en l'interaction de la surface chauffée par le Soleil avec des courants d'air froid et chaud au-dessus d'elle. Depuis l'espace, de tels tourbillons ressemblent à ceux-ci. Impressionnant, n'est-ce pas ? À votre avis, de tels phénomènes naturels sur Mars pourraient-ils entraver la future colonisation? Écrivez votre avis dans les commentaires, mais revenons à Perseverance. Perseverance réalise déjà de véritables avancées, surpassant ses prédécesseurs. Et qui sait ce que nous verrons et entendrons lorsque les caméras du drone, qui est encore en train de se recharger, s'allumeront et qu'il commencera bientôt son survol de Mars?